Voilà, je crois qu'on va pouvoir ouvrir cette conférence après la partie statutaire. Madame la conseillère d'État, Monsieur le directeur du club diplomatique, chers et chers alumni, mesdames et messieurs, bienvenue à cette conférence. Je me réjouis de vous accueillir aujourd'hui pour une causerie dédiée à la place et au futur de la Genève internationale. Vous le savez, Genève, depuis plus de 150 ans, est perçue comme un carrefour du monde et joue un rôle central dans la diplomatie, la coopération, la gestion des crises internationales. Genève s'est imposée comme un lieu de dialogue, de négociation, mais aujourd'hui, cette Genève internationale se trouve confrontée à des défis inédits qui questionnent son rôle, son futur, sa capacité d'adaptation, son efficacité. Le secteur des organisations internationales et des ONG se trouve face à des pressions financières majeures. Les coupes budgétaires qui sont imposées par certains bailleurs de fonds ont des répercussions profondes sur la Genève internationale. Nous vivons aussi, vous le savez, dans un contexte de tensions internationales majeures. La Genève internationale, qui longtemps a été un havre de paix et de neutralité, de coopération, se retrouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Comment continuer? Comment préserver une réputation internationale d'impartialité et d'équité? Comment faire face à une pression grandissante? Pour aborder toutes ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Loreton, que je présenterai tout à l'heure, directeur du club diplomatique et ancien ambassadeur de Suisse. Et avant de donner la parole à Monsieur Loreton pour sa conférence, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous ce soir Madame la conseillère d'État, Nathalie Fontanet, qui nous adressera quelques mots d'introduction. Madame la conseillère d'État, merci en tout cas de votre présence et merci aussi à vous de votre présence ce soir. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président du club diplomatique, Madame la Présidente des alumni, Mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir et je vous remercie de cette invitation et de l'opportunité qui m'est donnée de m'exprimer au nom du Conseil d'État. Permettez-moi de commencer par une question directe. À quoi sert la Genève internationale? C'est une question qu'on nous pose beaucoup. Et cette interrogation existentielle, redevenue d'actualité depuis la suspension soudaine des financements internationaux, notamment les financements des États-Unis, eh bien, elle mérite une réponse claire et sans détour. Chaque jour, sur un petit bout du territoire au bord du Léman, où nous nous trouvons, des négociations de paix s'engagent, des droits humains sont défendus, des décisions d'envergure planétaire sont prises et derrière ces chiffres et des débats géopolitiques, eh bien, il y a cette réalité tangible. La Genève internationale, mesdames et messieurs, elle sauve des vies. C'est à cela qu'elle sert littéralement et à cet égard, les chiffres sont saisissants. En 23 ans d'existence, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a évité la mort de 65 millions de personnes à travers le monde. Gavi, l'alliance du vaccin, a quant à elle permis d'éviter 18,8 millions de morts, en particulier des enfants vivant dans des pays à très faible revenu. L'éradication de la variole par l'OMS sauve chaque année depuis 1980, l'équivalent de 2 millions d'existences à travers la planète. Rien qu'à travers ces 3 exemples, eh bien, on peut dire que la Genève internationale contribue à éviter le décès de 100 millions de personnes. Son impact va toutefois bien au-delà de ce qui est mesurable. Comme le disait Nelson Mandela à propos des visites du CICR aux détenus, ce qui compte, ce n'est pas seulement le bien que fait le CICR, mais aussi le mal qui l'empêche.
Imaginez un instant un monde sans la Genève internationale. Un monde... Je suis désolée. Un monde sans convention de Genève, protégeant les réfugiés, sans rapport du GIEC nous alertant sur le changement climatique, sans système commercial international. Je suis vraiment désolée, je n'ai pas voulu annuler, mais... Alors j'espère que je le ferai aussi bien que Madame la conseillère d'État. C'est un nouvel rôle que j'endosse. Ce qui compte, ce n'est pas seulement le bien que fait le CICR, vous l'avez dit, hein, mais le mal qui l'empêche. C'est une très belle phrase. Imaginez un instant un monde sans la Genève internationale, un monde sans Convention de Genève, protégeant les réfugiés, sans rapport du GIEC, nous alertant sur les changements climatiques, sans système commercial international fondé sur les règles, sans consensus universel interdisant la torture. Ce serait un monde où seule la loi du plus fort prévaudrait, un monde où la science et les faits ne seraient plus reconnus comme base nécessaire aux décisions publiques. Ce serait aussi, accessoirement, un monde sans web, inventé au CERN, sans smartphone, ni normes garantissant les sièges bébés dans les voitures qui peuvent être utilisés en toute sécurité. La Genève internationale est un lieu unique au monde. C'est une communauté de 700 acteurs différents, 40 organisations internationales, 183 missions permanentes d'État, 478 ONG qui travaillent ensemble. Avec seulement 38 000 personnes employées et un budget de 25 milliards, moins que le budget de l'Union européenne pour la seule Europe, c'est un écosystème dynamique au service du monde entier. Soyons lucides, la Genève internationale traverse aujourd'hui une crise profonde. Le symptôme le plus visible est celui de la diminution de son financement, la dépendance à un faible nombre de donateurs étant une faiblesse de la Genève internationale connue de longue date. Les seuls États-Unis ont financé 30% de l'ensemble de tout cet écosystème ces dernières années. Pour certaines organisations comme le HCR ou l'OMS, ou l'OIM plutôt, ce chiffre se monte à 40%. Mais cette crise révèle aussi un désengagement plus large de certains pays de la coopération internationale, amplifié par les conséquences financières du Covid, de la guerre d'Ukraine, ainsi que des changements de majorité politique dans plusieurs pays donateurs. Dans cette fragilité, on peut aussi voir une opportunité, un signal d'alarme qui nous invite à repenser ce qui mérite d'être préservé, transformé, réinventé. Car il ne s'agit pas de défendre un système figé, mais un système dynamique, capable de s'adapter aux nouveaux enjeux et défis qui se présentent. Les autorités cantonales ont saisi cette opportunité. En février dernier, un plan d'action à court et long terme a été annoncé. Fin mai, nous avons franchi une étape décisive en déposant à l'intention du Grand Conseil un projet concret d'aide aux forces vives de la coopération internationale opérée depuis Genève. Le dispositif prévoit la création d'une fondation pour l'adaptation de la Genève internationale, la FAGI, cofondée, ça y est, c'est contagieux, cofondée par l'État et la Fondation Wilsdorf, contribuant chacun à hauteur de 25 millions de francs. Cette fondation aura pour mission de soutenir des solutions innovantes et de nouveaux modèles de coopération. Je suis d'avis que Genève et la Suisse doivent s'affirmer comme un laboratoire d'idées pour le multilatéralisme de demain. Mesdames et messieurs, la coopération internationale n'est pas un luxe que l'on peut se permettre d'abandonner, c'est une nécessité absolue. Dans un monde interconnecté, aucun pays, si puissant soit-il, ne peut relever seul les défis globaux, pandémie, changement climatique, migration, inégalité. Contrairement à ce que l'on pourrait d'ailleurs penser, la Genève internationale n'est pas une spécialité cantonale, elle est constitutive de notre patrimoine national. La Genève internationale est l'affaire de la Suisse tout entière. Elle fait partie intégrante de notre ADN
et est indissociable des valeurs les plus profondes de la Suisse, le dialogue et le respect d'autrui. Longtemps, nous nous sommes contentés du rôle de gardienne et gardien du temple, baptisé Genève internationale. Il est aujourd'hui de notre responsabilité collective de devenir les architectes de son avenir. Voilà, Madame Fontanet, Madame Nathalie Fontanet vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à vous d'être venu, de ne pas avoir annulé. Merci pour ce magnifique discours. Voilà, je reprends mes notes pour le prochain orateur. Voilà, je passe maintenant la parole à Raymond Loretan pour cette conférence. Permettez-moi de vous présenter brièvement Raymond Loretan. Après des études de droit à Fribourg, Raymond Loretan s'est consacré pendant plus de 20 ans à la diplomatie. Il entre au département fédéral des affaires étrangères en 1983. Il est secrétaire général du PDC, aujourd'hui Centre, dès 1993. En 1997, il est nommé par le Conseil fédéral ambassadeur de Suisse à Singapour, au Brunei, et en 2002, consul général à New York avec titre d'ambassadeur. En 2007, il quitte l'administration fédérale pour cofonder le cabinet conseil Fazel Ballet Loretan, ancien membre de la constituante du canton de Genève et du Centre pour le dialogue humanitaire. Il a aussi présidé la SSR de 2012 à 2015. Il est aujourd'hui président de la Fondation du Grand Prix d'horlogerie de Genève et président du Club diplomatique de Genève. Voilà. Raymond Loretan, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Romaine. Je pourrais abréger ma présentation parce que Madame la Présidente a très bien résumé mon propos, dans le fond. Mais quand on est chez des alumni, c'est-à-dire des universitaires et post-universitaires, la répétition du message, c'est extrêmement important. Mais comme je sais que Madame la Présidente va nous quitter dans le courant de ma conférence, j'aimerais ici simplement la remercier pour tout ce qu'elle fait pour la Genève internationale. Comme président du club diplomatique, je suis un observateur privilégié de l'action de la ville et du canton. Et je dois dire que votre engagement est remarquable, nous encourage, et je tiens ici à vous rendre hommage publiquement parce que c'est pas évident dans cette crise, et compte tenu aussi des obligations que vous avez d'être aussi présente sur le terrain, d'ailleurs, comme ce soir. Je suis très heureux d'être... Oui. Je suis très heureux d'être ici à une manifestation des alumni de l'Université de Genève, moi-même étant un alumni de l'Université de Fribourg. Mais heureusement, j'ai un lien avec l'Université de Genève puisqu'elle est membre du club diplomatique comme membre institutionnel et représentée aussi dans le comité du club diplomatique. Donc on a des interactions absolument étroites avec ce club. Et je me réjouis aussi de la bonne collaboration qu'on a pour tirer à la même corde pour défendre cette Genève internationale qui traverse des moments difficiles. Peut-être juste à ajouter dans mon CV, je suis que président du club diplomatique, donc je ne suis pas plongé quotidiennement dans la vie de la Genève internationale, parce qu'à côté de ça, j'ai un métier qui n'a pas été mentionné, mais je suis président d'un groupe qui s'appelle Swiss Medical Network, et qui m'occupe beaucoup dans toute la Suisse. Mais revenons à cette Genève internationale qui traverse en effet de profonds bouleversements. Et je vais résumer sur les choses qui ont déjà été dites ou insister sur d'autres aspects. Et des profonds bouleversements dans les équilibres mondiaux. Évidemment, il y a la tension des montées géopolitiques, le retour de l'unilatéralisme et les défis globaux tels que la crise climatique ou l'intelligence artificielle.
qui en réalité appelle une coopération internationale qui devrait être non seulement renforcée, mais définitivement réinventée. Et c'est dans cette dynamique de transformation qui est en cours que la Genève internationale, forte de son histoire, mais aussi de son écosystème exceptionnel et de son rôle de plateforme neutre et inclusive, peut et doit jouer un rôle clé. La Genève internationale est incontournable pour le monde. La question est simplement, est-ce qu'elle arrivera à tenir cette place? Et je vais essayer, dans ces quelques propos, de proposer une réinvention du multilatéralisme. Il ne pourra se faire qu'en mobilisant tous ses atouts institutionnels, en renforçant les synergies entre tous les acteurs et en œuvrant sur des voies nouvelles de coopération qui doivent être plus agiles, plus inclusives et plus efficaces. Mais pour revenir à ce qu'a dit Madame Fontanet, il faut partir du constat qu'aujourd'hui, le socle de la Genève internationale est encore extrêmement solide, mais qu'il est définitivement fragilisé. Donc, il faut d'abord rappeler les atouts absolument extraordinaires de la richesse de cet écosystème multilatéral. D'ailleurs, on appelle la Genève internationale le centre de la gouvernance mondiale. Et les chiffres ont été rappelés tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir sur ces chiffres, vous pouvez les lire là, je ne peux que les confirmer. Simplement, s'imaginer que chaque année, près de plus de 500 000 délégués qui viennent du monde entier, qui transitent par Genève pour négocier, pour coopérer, pour inventer des solutions, et qu'il y a plus de 4000 visites officielles de chefs d'État, de ministres et de hauts responsables pour témoigner du poids politique, diplomatique de la ville. Donc on a ici une masse critique d'intelligence collective qui est absolument unique au monde et qu'il faut non seulement préserver, mais aussi cultiver et développer. Mais au-delà de cette impressionnante concentration d'acteurs, la Genève internationale a aussi, comme il l'a été dit, un impact concret, mesurable et surtout mondial. Ça a été rappelé tout à l'heure, c'est 25 milliards de dollars. Elle génère plus de 36 000 emplois directs qui contribuent aussi à l'économie locale. Mais ça contribue aussi à cette image d'une Suisse ouverte, engagée et influente sur la scène internationale. Donc j'aimerais quand même rappeler, même si ça a été dit, que c'est ici qu'on a signé les conventions de Genève, qui sont le fondement du droit humanitaire international. C'est ici que l'Organisation mondiale de la santé a piloté non seulement l'éradication de la variole, qui a sauvé des millions de vies, comme ça a été dit, mais qui a récemment négocié l'accord international sur les pandémies, je crois qu'il a été signé le 20 mai, qui démontre une fois de plus la capacité de Genève à fédérer autour de solutions globales. Mais c'est aussi d'ici que le Haut Commissariat pour les réfugiés gère et essaye de protéger plus de 100 millions de personnes déplacées dans le monde. C'est ici que l'Union des télécommunications établit des normes numériques globales qui structurent l'Internet et les télécoms pour des milliards d'utilisateurs. C'est aussi ici que l'Organisation météorologique mondiale développe des systèmes d'alerte précoce face aux catastrophes climatiques, ce qui a d'ailleurs permis d'anticiper, ça a contribué à anticiper la catastrophe qui a eu lieu à Blatten et permis l'évacuation de la population à temps. Et c'est aussi ici que l'OMPI, l'Organisation internationale de la propriété intellectuelle, défend et reconnaît tout le droit des créateurs et des innovateurs de Parlement. Donc ce n'est pas simplement un carrefour diplomatique, c'est un moteur du progrès mondial, un laboratoire d'action concrète dont les décisions influencent directement et quotidiennement
la vie de millions de personnes sur tous les continents chaque jour. Et comme aime le dire notre ambassadeur à la mission suisse, si New York est un peu le restaurant où on discute et on mange à la carte, Genève, c'est vraiment la cuisine du monde, c'est là où se préparent les solutions. Mais c'est aussi, et il faut toujours le rappeler, l'un des instruments les plus puissants de la politique extérieure de la Suisse, qui incarne sa tradition de neutralité active, de dialogue et de recherche de solutions globales. Pour moi, la Genève internationale, c'est pas seulement une plateforme d'accueil, c'est aussi un potentiel de facilitation et de médiation pour la Suisse, donc l'instrument numéro 1 de la politique étrangère de ce pays. Alors bien sûr, les menaces sont multiples, comme ça a été mentionné. J'aimerais en décrire rapidement 3, et elles se cumulent et s'intensifient malheureusement. D'abord, vous avez des menaces géopolitiques, ensuite des menaces systémiques et enfin des menaces économiques et financières. Commençons par les menaces géopolitiques. J'aimerais en mentionner 2. Le premier, c'est le retour de l'unilatéralisme, avec des politiques nationales affirmées, comme le fameux America First, mais ce ne sont pas seulement les Américains. On distingue quand même dans le monde entier un repli souverainiste dans beaucoup de régions du monde, en Italie avec Giorgia Meloni, en Hongrie avec le gouvernement d'Orban, ou encore en Argentine, au Brésil, aux Pays-Bas. En Suisse, le parti le plus important de Suisse est un parti quasi souverainiste, et on sera confronté à des échéances très très difficiles, notamment sur notre ouverture sur l'Europe. Donc cette dynamique du repli souverainiste, ça affaiblit naturellement la coopération internationale de manière majeure et rend plus difficile l'émergence de solutions globales, des solutions qui sont plus que jamais nécessaires. Et puis l'autre aspect systémique, c'est que cet ordre international en soi est également contesté. Des puissances comme la Russie ou comme la Chine, mais aussi une partie croissante des pays du Sud global, de ce qu'on appelle le Sud global, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine, à vrai dire 85% de la population du monde, remettent en cause les règles du jeu actuelles. Pourquoi ? Parce qu'elles aspirent à plus de représentativité et plus d'équité dans le système. Et cette revendication est d'autant plus légitime que le Sud global, avec sa population de 85%, représente une majorité démographique absolument incontestable, mais qui est largement sous-représentée dans les structures de gouvernance globale, notamment quand on pense à la structure du Conseil de sécurité. Donc ce sont ici les 2 menaces géopolitiques que je vois. À cela s'ajoutent les menaces systémiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'en vois 2. Un, les institutions multilatérales elles-mêmes, indépendamment de leur remise en question, traversent une crise de légitimité, puisqu'elles sont perçues comme trop lentes, trop bureaucratiques et parfois très déconnectées des réalités du terrain. Et parfois, c'est à juste titre qu'elles sont perçues comme ça. Leur efficacité est de plus en plus remise en question. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, par exemple, est paralysé par le droit de veto et les rivalités entre grandes puissances. Et c'est vraiment l'illustration de cette impuissance. Il s'avère, et on l'a vu ces dernières années, incapable de garantir la paix et la sécurité dans plusieurs conflits majeurs. Et malheureusement, l'image et la réalité du Conseil de sécurité a un effet de débordement sur l'image de tout le système des Nations Unies, même si beaucoup d'institutions des Nations Unies fonctionnent tout à fait
à satisfaction et sont indispensables. Donc, dans ce contexte de remise en question, et ça c'est le deuxième point systémique, il y a de nouveaux pôles d'attraction multilatéraux qui émergent et qui redessinent en fait la cartographie de la gouvernance mondiale. À Nairobi, par exemple, l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement ainsi que le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies témoignent d'une volonté de placer l'Afrique au cœur des solutions climatiques et sanitaires. À Doha, autre exemple, le Qatar construit patiemment son hub de médiation internationale misant sur la stabilité, sur la flexibilité des formats de dialogue informel et l'ouverture du monde arabe et l'Asie du Sud-Ouest. Donc il y a des alternatives à Genève qui se dessinent gentiment et qui menacent le rôle historique de la Genève internationale sur la scène diplomatique mondiale, cette Genève internationale qui a façonné l'ordre international. Donc il y a une sorte de multilatéralisme qui se décentralise et qui se régionalise à la fois. Ça, ce sont les menaces systémiques. À quoi s'ajoute, je pense que je me suis trompé, il faut que quelqu'un vienne. À quoi s'ajoute. Merci, je suis désolé. À quoi s'ajoutent à ces menaces géopolitiques et systémiques les menaces économiques et financières, puisque toutes les bonnes choses vont par trois. Et ces menaces financières, elles touchent directement la capacité des organisations internationales à remplir leur mission ou même tout simplement à fonctionner. Premièrement, et ça a été dit, on assiste à une réduction significative des financements de la part des bailleurs traditionnels. Et là encore, l'Amérique et Trump, c'est qu'un symptôme. Hein. Bien sûr, les États-Unis, qui assument à elles seules 22% du budget ordinaire de l'ONU, ont suspendu ou interrompu leur contribution depuis le mois de janvier à plusieurs agences onusiennes, l'OMS, l'UNRWA, le Conseil des droits de l'homme, l'UNESCO, et ont ouvert un déficit de plus d'1 milliard pour l'ONU. Et parallèlement, le président Trump a gelé donc 22,5 milliards de dollars du budget annuel de l'USAID qui est en complément de ces aides. Mais il n'y a pas que les États-Unis. Hein. D'autres puissances occidentales, comme par exemple le Royaume-Uni, l'Allemagne ou la France, réduisent aussi leur soutien parce qu'ils sont pris en étau, d'une part, par des contraintes budgétaires internes et beaucoup par l'effort de réarmement en Europe. Donc, les conséquences de cette situation sont déjà visibles à Genève, ça a été dit, puisque le budget de l'OMS a chuté de 20%, le HCR prévoit une réduction de 30% de ses effectifs et l'OIT prévoit la suppression de plus de 200 postes. Mais en fait, le phénomène le plus préoccupant, c'est même pas ça, parce que cette pression budgétaire peut aussi amener une réinvention des organisations internationales qui probablement ont pris leurs aises avec le temps. Le phénomène le plus préoccupant, c'est le processus de délocalisation des fonctionnaires internationaux que met en place, sous l'impulsion de l'initiative UN-80, qui est mise en place par le secrétaire général de l'ONU lui-même, Antonio Guterres, l'objectif étant d'encourager le transfert du personnel des agences de l'ONU de New York et de Genève vers des villes moins onéreuses comme Nairobi, Kigali ou Addis Abeba. Et cette dynamique nourrit depuis quelques semaines une rivalité croissante entre États désireux d'accueillir tout ou partie de l'appareil onusien. Après que le Rwanda a officiellement exprimé sa volonté d'accueillir plusieurs agences, sans même en préciser la liste, le Qatar, que j'ai déjà mentionné,
a dépêché, par exemple, à Genève, une délégation de 40 hauts fonctionnaires pour présenter une offre clé en main. Cette proposition comprend un campus humanitaire ultramoderne à Doha, des incitations fiscales attractives et un engagement financier pluriannuel couvrant les frais de relocalisation. Et dans le même temps, Vienne renforce son positionnement en matière des droits de l'homme, tandis que d'autres capitales, Nairobi, Abu Dhabi ou encore Jakarta, affûtent leurs armes et on ne parle plus de villes qui sont à la guet, ce sont des villes qui sont à l'attaque. On est vraiment dans cette dynamique-là. Donc, dans ce contexte hautement concurrentiel, la Genève internationale n'a pas d'autre choix que de se réinventer. Si elle veut rester un acteur central du multilatéralisme, elle doit s'adapter, elle doit innover et elle doit affirmer une vision renouvelée de son service, de son rôle au service de la gouvernance mondiale. Ce qui m'amène à ma deuxième partie, c'est comment réinventer la Genève internationale. Alors, l'argent ne suffit pas, mais comme on le sait, l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre. Donc, je pense que déjà, à ce niveau-là, pour qu'on assure notre rôle central dans ce système multilatéral, on doit passer par un levier stratégique essentiel qui est la diversification des financements. Selon une récente étude de la Fondation pour Genève, moins de 15% des ressources des organisations internationales proviennent des sources étatiques. Ce chiffre montre à quel point le potentiel du secteur privé, des fondations et des nouveaux bailleurs est largement sous-exploité. Mais on dirait que les choses bougent un peu, puisque le 22 juin 2025 à Addis Abeba, Bill Gates va annoncer un engagement historique pour consacrer la majorité de sa fortune de 200 milliards de dollars à l'amélioration de la santé et de l'éducation en Afrique au cours des 20 prochaines années. Rien que pour l'année 2024, elle a versé plus de 663 millions de dollars à l'OMS, ce qui en fait le deuxième plus grand contributeur mondial après les États-Unis. Parallèlement, par exemple, la Fondation Rockefeller a débloqué 12 millions de dollars pour soutenir un programme conjoint sur le climat de la santé porté par l'OMS et l'OMM. Et pour renforcer son activité, ça a été cité ici, Genève a aussi pris une initiative lancée le 21 mai avec cette fondation qu'on a mentionnée pour l'adaptation de la Genève internationale, la FAGI, dotée de 50 millions qui sont issus de l'État, mais aussi de la fondation Wilsdorf. Et cette fondation, pas Wilsdorf, mais FAGI, a pour but d'accompagner la transformation des organisations internationales et des ONG. Donc, ces actions et ces alliances entre philanthropie et action publique ouvrent la voie d'un multilatéralisme beaucoup plus audacieux, mais elles ne suffiront pas à elles seules pour compenser les coupes budgétaires massives auxquelles fait face la Genève internationale. Et on attend un peu au coin du bois ce que va dire la Confédération. On sait que la Confédération va faire, et M. Cassis va faire une conférence de presse, je crois, la semaine prochaine. Il faudra que la Confédération ouvre son porte-monnaie, non seulement ouvre son porte-monnaie, mais prenne aussi son bâton de pèlerin pour aller motiver les autres acteurs et les autres États à reprendre le financement de la Genève internationale. Mais pour moi, évidemment, l'argent ne suffit pas, et d'annoncer que des sommes, des millions, ça ne suffit pas, il faut aussi une stratégie. Une des stratégies, c'est de faire de Genève une plateforme multipolaire et inclusive. Une Genève internationale réellement réinventée doit vraiment refléter le monde tel qu'il est devenu, polycentrique,
interdépendants et résolument interconnectés. Et pour assurer cette vocation, Genève n'a pas d'autre choix que de rompre radicalement avec le modèle vertical d'un multilatéralisme dominé par les seuls États et de bâtir à la place un écosystème horizontal des ONG, universités, métropoles, start-up, entreprises et mouvements citoyens qui disposent d'une voix pleine et entière dans la recherche pour la mise en œuvre de solutions globales. Cette nouvelle dynamique, qui est pour moi une nécessité, appelle naturellement un maillage nord-sud bien plus dense qu'aujourd'hui. Il s'agit de tracer de véritables routes diplomatiques entre Genève et les nouvelles capitales de la gouvernance mondiale. Addis Abeba, par exemple, siège de l'Union africaine, est un peu considérée comme la capitale diplomatique de l'Afrique. Nairobi, hub diplomatique et environnemental de l'Afrique de l'Est. Jakarta, centre névralgique de l'ASEAN. Doha, acteur clé de la médiation internationale, ou encore Kigali, capitale africaine tournée vers l'innovation et l'intégration régionale. Donc, renforcer ces liens, horizontaliser ces liens, permettrait de fluidifier les échanges, de sortir des logiques unilatérales et de faire émerger des coalitions véritablement représentatives, c'est-à-dire ce qu'il faut, c'est sortir des silos et résolument passer en réseau au niveau global. Mais par exemple, le partenariat déjà engagé entre Genève et Addis Abeba est un petit avant-goût de ce qui pourrait se passer. Ils partagent les présidences de groupes de travail et des responsabilités opérationnelles. Ces deux pôles démontrent qu'une diplomatie plus équilibrée, plus horizontale est non seulement possible, mais qu'elle est profondément nécessaire sur des thèmes tels que la paix et la sécurité, le développement et le commerce, la justice réparatrice ou d'autres aspects. Sur le terrain, ce type de collaboration s'esquisse déjà au travers d'initiatives concrètes, par exemple le projet GIGA, mené conjointement par l'UIT et l'UNICEF, ambitionne de connecter chaque école de la planète à Internet. Il place ainsi la technologie au service de l'éducation et de l'inclusion. Dans le même esprit, l'initiative Partner to Connect, également portée par l'UIT, mobilise gouvernements, fondations, grandes entreprises et sociétés civiles pour réduire la fracture numérique et offrir un accès en ligne à 2,8 milliards de personnes qui en sont encore privées. Et plus localement, le Geneva Cities Hub fait entrer officiellement les villes dans l'arène onusienne. Plus de 100 villes aujourd'hui débattent désormais d'urbanisme durable, de résilience climatique et de santé publique, garantissant ainsi que les politiques globales s'enracinent dans les réalités locales et citadines. Et Genève peut conjuguer tous ces efforts. Genève doit être un chef d'orchestre et en le faisant peut prouver sa capacité à faire dialoguer humanisme, innovation technologique et investissement responsable. C'est ainsi que Genève doit se positionner comme un pont opérationnel entre les hubs du Sud global et les institutions historiques du Nord, tout en se réaffirmant comme laboratoire vivant d'un multilatéralisme inclusif, agile et tourné vers les défis du XXIe siècle. Plus le multilatéralisme se régionalise, plus il aura besoin d'une force fédératrice, et cette force fédératrice doit être la Genève internationale. Pour consolider son rôle de capital multilatéralisme, Genève doit devenir un véritable laboratoire du futur, un lieu où l'on teste de nouvelles formes de coopération, de gouvernance et de participation citoyenne, avec la diplomatie numérique comme chantier prioritaire. La création du GESDA, par exemple, qui a été
en 2019 était un bel exemple pour conjuguer diplomatie et science au service de l'humanité et de la paix. Donc, à ces ressources intellectuelles que nous avons ici à Genève, s'ajoute un cadre institutionnel stable, la neutralité helvétique, tradition de dialogue et sécurité juridique qui offre aux acteurs internationaux un écosystème de confiance crucial dans le domaine du numérique. Enfin, la Suisse occupe la première place dans l'indice global de l'innovation pour la 13e année consécutive. Preuve d'un tissu économique interconnecté, ouvert à la recherche, à la technologie et aux valeurs démocratiques. Dans ce monde où les technologies évoluent plus vite que les règles, Genève a la responsabilité et l'opportunité d'être le moteur de cette gouvernance numérique inclusive, transparente et au service de tout. Et enfin, pour réinventer la Genève internationale et pour réveiller ceux qui s'endorment, osons une suggestion aussi symbolique que stratégique, c'est gentiment ramener le siège de l'ONU de New York à Genève. Ce serait bien plus qu'un geste, ce serait un signal très fort envoyé au monde, affirmant que sa volonté de refondre le multilatéralisme sur des bases de neutralité, de dialogue et de confiance. Le signal serait extrêmement fort si quelqu'un se saisissait et portait ses idées, mais accessoirement, ça permettrait aussi de rationaliser radicalement les coûts, de réduire la dépendance vis-à-vis d'un seul pays et puis d'assurer une meilleure crédibilité politique. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu utopique, mais quand il y a des moments de bascule, c'est le moment où il faut sortir des idées un peu provocatrices, et parfois ça marche. Quels sont les leviers d'action immédiate? Donc, face à ces bouleversements qui fragilisent ce multilatéralisme, Genève, ville et canton et la Confédération doivent prendre l'initiative, ne veulent pas être juste des observateurs. On doit passer résolument à l'offensive. D'abord, ça exige un leadership politique clair et ambitieux. Berne doit porter sans ambiguïté, et il ne le fait pas encore assez, la cause de la Genève internationale. Actuellement, le Parlement se bouge un peu. Il y a trois motions du centre du PLR et du Parti socialiste qui sont actuellement en discussion au Parlement fédéral, mais on connaît aussi le rythme du traitement des interventions parlementaires. Et c'est vrai que les autorités genevoises montrent l'exemple. Donc mes compliments à Madame Fontanet n'étaient pas de la flatterie, c'est la réalité. Il y a une coordination étroite entre le canton, la ville et le service et le secteur privé pour un soutien financier aux agences en difficulté et la création de la fondation dont on a déjà parlé. Ce que j'aimerais dire ici, de politiquement pas très correct, c'est que cet engagement, cette mobilisation de l'État hôte et du canton hôte contraste vraiment drastiquement avec le silence préoccupant d'autres acteurs clés du système onusien. Alors même que la Genève internationale est sous pression, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, ne prend pas position à ce sujet pour défendre le rôle stratégique de Genève. Quant aux instances locales, que j'apprécie énormément, notamment la direction générale de l'ONU à Genève, elles demeurent étonnamment absentes du débat public, malgré les menaces qui pèsent
sur l'avenir de la place onusienne. Donc l'engagement de l'État hôte seul ne peut pas suffire. Il est impératif aussi que les hauts responsables des Nations Unies prennent publiquement position afin de préserver cet écosystème, ce qui en reste, et de le promouvoir. Donc ce leadership politique, en partie absent, ne suffit pas. Il faut aussi se vendre. Genève doit se vendre de manière beaucoup plus énergique, et on doit se positionner comme la marque mondiale de la coopération intelligente et durable. Il y a une initiative qui est en cours ici, puisqu'il y aura bientôt l'inauguration du portail des nations qui incarne cette ambition. Ce sera une vitrine interactive adossée au palais qui offrira au public et aux délégués un accès en temps réel au budget, projets et données des organisations internationales. Donc en combinant un plaidoyer fédéral résolu, un engagement local proactif et une communication moderne et immersive, je suis convaincu que la Suisse transformera la Genève internationale en un laboratoire du multilatéralisme de demain, un espace où s'expérimentent, se financent et se diffusent les réponses collectives aux défis planétaires. Vous en faites pas, j'arrive à ma conclusion et c'est le dernier slide. L'esprit de Genève, c'est pas démodé. On n'est pas un musée du multilatéralisme du XXe siècle. On est et on doit devenir la boussole du XXIe siècle. Avec notre pragmatisme humaniste et l'audace institutionnelle, on doit faire revivre cet esprit de Genève. C'est lui qui a guidé les grandes bascules du passé. Moi, je suis convaincu aussi que cet esprit de Genève, vivant et exigeant, doit inspirer la renaissance de la Genève internationale. Merci de votre attention. Merci. Vous restez encore un petit peu. Merci Raymond Loretan pour cette conférence inspirante. Je vais vous passer la parole, mais j'aimerais déjà vous poser une question. Dans le fond, Raymond Loretan, vous devriez peut-être tenir cette conférence, ou peut-être que vous le faites d'ailleurs, à Zurich, en Suisse alémanique, parce que moi qui ai aussi, comme vous d'ailleurs, un peu l'oreille de la Suisse alémanique, en Suisse alémanique, la Genève internationale, c'est presque un gros mot. J'exagère. Mais il n'y a pas conscience, en tout cas, quand on entend tous ces chiffres, ce bilan tenu par Madame Fontanet, que vous avez rappelé, ces 500 000 personnes qui cogitent sur la place internationale, sur la place de Genève pour trouver des solutions aux problèmes du monde. Est-ce qu'il y a une véritable conscience en Suisse, je ne dis pas à Genève, de cette importance-là? Non, pas encore. Il y a une conscience. C'est le moment quand même. Il y a une conscience naissante, mais honnêtement, je pense qu'on n'est pas les champions du lobbying en Suisse, les Genevois. Et je pense qu'il y a un immense effort à faire au Parlement fédéral, d'ailleurs qui vote quand même les budgets pour la Genève internationale, qui est de plus en plus sensibilisée à la Genève internationale. D'ailleurs, les commissions des affaires étrangères viennent quasiment chaque année visiter aussi les institutions internationales. Donc je ne dirais pas qu'au niveau du Parlement, il n'y a pas une conscience, mais il n'y a pas une conscience de l'urgence de la situation. Et ça, c'est notre travail, enfin c'est surtout le travail des autorités, à faire passer ce message de l'urgence, et on verra si les réponses qu'on entendra la semaine prochaine sont convaincantes. Donc je pense que le Parlement est quand même très sensibilisé, malgré la résistance, et même pas toujours, de l'UDC, mais qui est quand même ouvert, puisque l'UDC défend quand même une Suisse neutre et souveraine, donc elle défend aussi la Suisse comme plateforme pour la Genève internationale. Je pense que ce n'est pas si négatif. Par contre, dans la capitale économique de la Suisse, à Zurich ou à Bâle, alors je pense que c'est de loin pas un grand mot, mais c'est simplement ignoré.
c'est qu'on n'est pas assez des ambassadeurs de la Genève internationale en Suisse allemande. Mais je pense que là aussi, comme je l'ai dit, il faut communiquer à l'intérieur du pays et c'est notre responsabilité à Genève, des Genevois, des institutions, de la ville, du canton, aussi un peu de l'ONU, de faire ce travail de communication. D'attendre qu'ils s'intéressent à nous sans qu'on fasse rien, alors là, je pense que c'est déjà une illusion dans un système qui est très, très fédéraliste et qui fonctionne en silo, quoi qu'on en dise. Merci. Je vais vous passer la parole. Préparez les questions. Il y a des micros qui vont circuler. Si vous me permettez, j'ai peut-être encore une deuxième question. Votre idée d'un multilatéralisme non plus vertical mais horizontal avec Genève, pourquoi pas, hein, Genève qui serait l'ONU qui se transférerait à Genève et qui deviendrait un peu une sorte de répondant d'une autre bascule du monde. Aujourd'hui, la diplomatie suisse est beaucoup tournée vers les États-Unis. Dans le fond, il faudrait qu'il y ait une diplomatie qui change de focale. Est-ce que je vous ai bien compris ? Alors, vous dites Genève, pourquoi pas? C'est déjà que je ne vous ai pas convaincu parce qu'il n'y a que Genève qui peut jouer ce rôle. Parce que, comme je l'ai dit, il y a une masse critique d'intelligence, d'institutions et de connaissances ici à Genève, et c'est le seul endroit au monde, donnez-moi un autre, citez-moi un autre, qui peut jouer ce rôle avec le capital qu'on a déjà ici. Il faut juste faire fructifier ce capital. Donc, ce n'est pas Genève, pourquoi pas, c'est Genève autrement. Et c'est à ce Genève autrement qu'on doit travailler. Après, de dire que la diplomatie suisse est tournée vers les États-Unis, je ne sais pas, je ne crois pas, non. La diplomatie suisse est principe de neutralité, d'universalité et de solidarité. Ce qui est vrai, c'est que la diplomatie économique est actuellement très tournée vers les États-Unis parce qu'il y a des enjeux majeurs pour notre économie, pour nos emplois, pour nos industries. Et on va où ça brûle, comme tout le monde d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut faire une différence entre la diplomatie économique et la diplomatie politique. C'est un peu différent. On ne joue pas sur le même tableau. Mais je pense que la diplomatie, les États-Unis, c'est notre deuxième marché. Hein, et on est le deuxième partenaire des États-Unis. On est le sixième investisseur, je crois, aux États-Unis. Donc, c'est un partenaire économique très important. Je n'ai pas de signaux qu'on fasse le jeu des États-Unis, par contre, dans d'autres domaines. À moins que vous ayez un exemple. À moins que vous ayez un exemple. Il y a quelques exemples. Mais disons, d'une manière générale, non, mais c'est vraiment, me semble-t-il, moi j'ai compris comme un changement de focale extrêmement intéressant qui place Genève comme un centre vous avez évoqué l'importance aujourd'hui des BRICS et aussi numériquement, c'est 80% de la population du monde qui commence à se faire entendre. Mais je ne voudrais pas monopoliser, madame. On va vous passer un micro et vous pouvez poser votre question. Merci. Merci beaucoup, cher ambassadeur. Je m'appelle Vera Lalchevska. Je suis originaire de Macédoine, mais je suis à Genève internationale depuis 14 ans, où j'ai fait mon doctorat en développement durable. Et j'ai beaucoup aimé votre discours et votre propos, votre stratégie, aussi la vision de Genève pour l'avenir, de ne pas être focalisé sur les États-Unis. Et justement d'utiliser cet basculement du monde entier pour être le centre pour le Sud également. Et si vous me permettez, j'ai eu deux idées pendant que vous parliez, avec vos propos très courageux. Je pense que aussi un des capitales de Genève internationale qu'on n'a pas forcément en vue et qu'on n'organise pas, c'est le human capital. En fait, c'est tous ces gens-là, tous ces délégués qui sont venus des pays comme le mien et qui veulent rester, mais qui ne trouvent pas. Surtout les pays tiers qui sont aujourd'hui, comme vous dites,
80% de la population. On a ici énormément de cerveaux des anciens ambassadeurs que vous connaissez sûrement dans le club diplomatique, des anciens généraux directeurs de l'UNOG, etc., qui ont des liens avec leur pays là-bas, qui peuvent influencer les pays et qui peuvent ici faire une différence. Simplement, je connais déjà 2 personnes qui sont de très haut niveau, anciennes Assistant Secretary General, qui n'ont pas de travail, enfin, qui n'ont plus. Et en fait, je pense qu'une manière de faire, donc, d'utiliser ces cerveaux, c'est vraiment de créer une opportunité, de les garder, de créer une institution, un think tank, peu importe, mais qui sera payé, évidemment, qui sera organisé. Donc ça, c'était une idée que j'ai eue pendant que vous parliez. Puis l'autre idée, c'est aussi de garder les étudiants comme moi-même. Moi, je viens d'un pays tiers. J'ai dû changer mon passeport alors que j'ai fait mon doctorat ici. Je suis ancienne coordonnatrice nationale adjointe pour la francophonie de mon pays. Et j'ai failli devoir quitter Genève parce que je ne trouvais pas de travail, tout simplement. Merci pour ces 2 idées. Je ne sais pas si... Est-ce qu'on veut faire un petit tour tu as pris des notes, vous avez pris des notes. Monsieur, peut-être des interventions un tout petit peu plus courtes et des questions. Merci, madame, pour ces suggestions. Monsieur. Merci. Petite question. Magnifique programme. Maintenant, en termes d'implémentation, qui va être responsable d'une task force pour établir une sorte de storytelling? Et deuxième chose, est-ce que nous pouvons aller directement voir le secrétaire général des Nations Unies pour lui présenter cette histoire, ce projet? Alors, on va prendre une 3e et puis comme ça, je vais vous permettre de répondre, madame. Oui, bonjour. J'ai bien noté l'idée de l'unicité de Genève avec le capital humain. Mais je voulais savoir comment est-ce que vous voyez l'émergence d'alternatives, par exemple, je pense à l'Arabie Saoudite et au Qatar, qui non seulement offrent une plateforme pour résoudre certains problèmes diplomatiques, mais aussi ensuite qui injectent des millions de dollars, et je pense le dernier cas étant la Syrie et la reconstruction de la Syrie. Merci. Et si je peux me rajouter quelque chose, et qui a un poids politique quand même aujourd'hui qui est important par rapport aux BRICS, par rapport aux États-Unis, qu'on n'a peut-être plus. Donc, rapidement sur... comme je vous l'ai dit, comme président du club diplomatique, moi, je sors des idées et le reste de ma journée, je voyage à travers la Suisse à gérer mes cliniques. Mais sur les human capital, je n'arrête pas de le dire qu'il y a une masse critique intellectuelle absolument exceptionnelle qu'il faut essayer naturellement de garder. Notre mission dans le club diplomatique, c'est de décloisonner les mondes. On a 1000 membres, mais ce n'est pas 1000 diplomates. C'est un tiers de diplomates, des politiciens, des chefs d'entreprise, des académiciens, des professeurs, des artistes, etc. On essaye de décloisonner le monde. Donc, à notre petit niveau, on essaye de nurture ces différents mondes qui se nourrissent les uns des autres. Et on essaye aussi d'avoir des gens qui sont actifs, c'est-à-dire qui ont encore des responsabilités. Vous prenez le cas des personnes qui n'ont plus de responsabilité et qui peuvent rester en Suisse, parce qu'on a aussi une loi sur l'immigration qui fait que tout le monde ne peut pas rester. Alors, c'est vrai, très souvent, ces personnes, elles sont déjà connectées, elles restent actives dans des conseils, dans des universités, etc. Elles ont même une organisation, je crois qu'elle s'appelle Grey Cells, et qui met à disposition cette intelligence et des services pour soutenir des ONG, pour soutenir des individus, pour soutenir des pays, etc. Donc il y a quelque chose qui se passe quand même. Et il y a un réseau qui existe. Et d'ailleurs, nous, on est en contact avec cette organisation des Grey Cells. Mais si vous allez sur le site, où je peux vous donner plus d'informations. Sur les étudiants, je n'ai pas vraiment la solution, parce que moi, chaque semaine, j'ai quelqu'un qui vient, qui a fait IHEID, qui a fait 2 ans de stage, ou 3 ou 4 ans de stage, et qui est au chômage. Des Suisses, hein, même pas les étrangers. Donc, je peux imaginer que... Pourquoi ? Parce que
on économise. Ce n'est pas le moment où on engage, puisqu'on est en train d'assainir les organisations internationales, d'une part parce qu'il n'y a plus d'argent, puis d'autre part parce qu'on est sous la pression de l'efficience, des programmes d'efficience, etc. Donc je pense que c'est une très très mauvaise période, malheureusement, pour les jeunes aujourd'hui qui veulent s'engager. Moi, je leur conseille toujours, faites le concours diplomatique ou amenez votre know-how aussi dans d'autres secteurs d'activité, dans l'économie, etc. Mais je n'ai pas la réponse à votre question. Et de garder ces jeunes étudiants qui arrivent au bout de leur permis en Suisse, il n'y a pas de solution miracle. Il y a un moment donné où il faut qu'ils trouvent des débouchés, et surtout s'ils sont hors Union européenne, c'est encore plus compliqué. Donc, malheureusement, je n'ai pas de réponse satisfaisante à cette question. Sur la deuxième question de l'implémentation, franchement, si j'étais ministre des Affaires étrangères ou bien ici, je ferais un plan d'action. La semaine prochaine, je dirais qu'on met 100 millions dans la Genève internationale et puis qu'on dit on fait ça. Alors peut-être qu'il y a d'autres idées à développer. Ça, c'est une idée comme ça que je sors maintenant avec 2-3 axes, mais ils existent. Si on est créatif, on peut trouver des axes. Et c'est le rapatriement à l'ONU, ça c'est un message politique plus qu'autre chose, mais les 2 autres axes, ils sont réels. Il suffit de mettre de l'énergie là-dedans, de faire un plan, de faire comme dans le business, un business plan de contact, qui contacte qui, de mettre un budget, etc. Ça appartient, ça, vraiment à la Suisse. Pour moi, c'est ça, le sentiment d'urgence. Et je le dis toujours, l'argent ne va pas suffire. L'argent, il va disparaître dans 2 secondes. Les 50 millions qui sont annoncés par Genève, Wilsdorf, canton de Genève, vont disparaître en 2 secondes. On va maintenir en vie quelques ONG, quelques organisations internationales, mais ça ne va pas structurellement aider s'il n'y a pas une réflexion stratégique de positionnement de la Genève internationale. Et ça, c'est vraiment un travail que doit faire la Confédération avec le canton. Mais c'est aussi le travail du département des Affaires étrangères. Donc, mais peut-être qu'il l'a fait. Moi, je n'ai pas vu le message qui va sortir. Mais si c'est seulement de l'argent, je pense que c'est totalement insuffisant. Mais les canaux, ils existent tous. De parler à Gutiérrez, etc. Tout le monde a les canaux. Ce qui manque, c'est les idées. Et après, la mise en œuvre des idées. Et moi, je suis toujours étonné quand on sort ce type des gens et les gars disent ah bon, ah ouais, c'est vrai. Je peux vous dire, la semaine passée, j'étais avec M. Cassis dans un autre cadre, puis je lui ai dit ça. Puis il prenait des notes. J'étais étonné que... Alors, mais j'exagère un petit peu, mais j'entends... Il n'est pas seul, il y a un entourage, il y a des gens qui... Alors on verra peut-être qu'ils viennent avec des idées, mais il faut plus que de l'argent. Ça, c'est définitif. Et la mise en œuvre, c'est la responsabilité définitivement du Conseil fédéral qui doit prioriser la Genève internationale. Et là, tu as raison, ou vous avez raison, la conscience du Parlement sur l'importance de la Genève internationale joue évidemment un rôle. Mais le fait qu'il y ait déjà 3 motions de 3 partis qui sont quand même importants est un bon signe. Et sur ces plateformes, mais vous savez, ces plateformes, elles existent déjà. Madame qui m'a posé la question, je vous donne la réponse que j'ai. Elles existent. C'est pas qu'on va les empêcher, c'est qu'il faut les prendre en compte. On ne va pas empêcher le Qatar, avec les moyens illimités qu'il a, de faire ce qu'il fait, et parfois mieux que nous. Par exemple, dans ce qui se passe au Moyen-Orient, etc., il y a une activité peut-être plus visible que nous. Mais on ne va pas l'empêcher. Ce qu'il faut, c'est fédérer. C'est impliquer dans une stratégie globale d'action humanitaire, de politique de la paix. Il faut les inclure. On ne va pas dire, écoutez, vous marchez sur mes plates-bandes, il n'y a que Genève qui peut faire la paix dans le monde, etc. Ben non, ils sont en train de le faire. Alors, des fois, c'est un peu ambigu, parce qu'il y a des pays, ils font la paix, mais d'un autre côté, on sait qu'ils soutiennent peut-être des gens qui font pas la paix. Donc, il y a des situations ambiguës, mais c'est des réalités. Et ces réalités, il faut les intégrer dans une stratégie. Et comme je dis, aujourd'hui, le multilatéralisme, il se déconcentre. Il se déconcentre. Donc, la chance de Genève, c'est d'être le grand coordinateur
de ça. Donc il faut les impliquer, il faut les écouter. Il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire avec eux. C'est ce qu'on fait justement avec l'Afrique déjà. Merci. On va peut-être prendre encore 2 questions, parce qu'après, il y a beaucoup de questions, mais il y aura un apéritif, donc vous allez pouvoir partager. Alors, je vous demanderai vraiment de poser des questions et pas de considérations, comme ça va permettre à monsieur Loretan. Madame qui levait la main. Monsieur, vous pouvez avancer le micro. Ça ne va pas le faire, si vous... Voilà, puis vous pouvez déjà préparer le micro pour monsieur. Oui, bonsoir monsieur l'ambassadeur, merci pour votre présentation fort intéressante. Ma question est la suivante, et c'est vraiment une réelle interrogation de ma part. On nous a appris à l'Université de Genève, avec nos professeurs du département de sciences politiques et de relations internationales, que le plus important, c'est pas la manière dont on se perçoit, mais dont les autres, en l'occurrence les États, nous perçoivent. Et je mets la Russie en dehors de tout ça, mais est-on sûr que les autres États, actuellement, à l'heure actuelle, nous perçoivent avec ce côté neutralité, etc., tous ces concepts et valeurs que vous avez évoqués? Et est-ce que vous avez des études actuelles, des sondages, des études scientifiques, empiriques, diplomatiques, je ne sais pas comment on dit ça, ou des FAE, etc., qui nous montrent comment les États du global, peut-être plus, nous perçoivent à l'heure actuelle en tant que Suisse et Genève internationale? Merci beaucoup. Dans le fond, si je résume votre question, est-ce qu'on reconnaît encore à Genève et à la Suisse cette importance aussi, hein? Merci pour cette question importante. Monsieur, une question. Oui, bonsoir, merci. Merci, c'était intéressant la conférence, donc je ne vais pas être long. Ma question, c'est, en fait, je me demande, en fait, jusqu'à quel point vous êtes conscient d'un problème, parce que vous avez évoqué au début que l'un des changements, c'est les majorités politiques qui ont changé dans beaucoup de pays. Et en fait, par rapport à ça, en fait, il y a un problème parce que, en fait, au départ, l'ONU s'était créée surtout pour s'occuper des problèmes, des conflits mondiaux, des conflits, enfin des guerres et tout ça, surtout ça. Enfin, il y avait d'autres choses bien sûr, mais et en fait, ces dernières décennies, en fait, l'ONU s'est beaucoup penchée sur des problèmes sociétaux, et qui ont heurté aussi beaucoup de pays. Et d'ailleurs, c'est lié aussi à ces histoires des changements de politique. Donc, je demande en fait si vous-même vous êtes conscient de ces problèmes, du fait que l'ONU s'est trop penchée sur ça, ce qui a heurté même des gens aux États-Unis. Et moi, je suis originaire d'Amérique latine. Là-bas aussi, une partie des gens sont même un peu choqués par certaines propositions de l'ONU. Donc, je pense qu'elle s'éloigne un peu des buts. Donc, votre question, est-ce que l'ONU ne s'est pas éloignée de son Voilà, est-ce que vous êtes conscient? Est-ce que vous discutez sur ça? Parce je pense qu'il faut faire quelque chose là-dessus. Alors, on va rester sur ces 2 questions, et puis ensuite, on va passer à l'apéritif, où vous pouvez continuer cette discussion. Alors, je ne suis pas dans le secret des dieux. Ce que je sais, c'est que sur la perception, c'est qu'il y a des études qui existent, dont j'ai vaguement connaissance, mais aussi par les journaux, qui ont été faites par Avenir Suisse, etc., sur la perception de la Suisse dans le monde. As far as I know, la perception de la Suisse, elle reste très positive. Et moi, je voyage aussi un peu à travers le monde avec une autre casquette, notamment celle du Grand Prix d'horlogerie de Genève. Je suis toujours étonné de l'image que nous avons dans le monde, un peu cliché, mais la neutralité survit au cliché malgré qu'elle soit très critiquée ici en Suisse, parfois à juste titre, parfois à tort. Mais je pense qu'on a encore une solide image dans le monde. Déjà, comme ambassadeur, j'étais étonné de l'image qu'on avait parce que je pensais qu'on était moins bien que l'image qu'on projetait. Mais ce n'était pas mon boulot de le dire. Mais on a par contre l'image à Genève et dans la communauté internationale ici, je pense qu'elle est un peu floue et qu'on a perdu de l'occasion, notamment lors du conflit avec l'Ukraine, l'agression de l'Ukraine, d'expliquer la politique de neutralité, le droit de la neutralité. Je sais que c'est compliqué et des fois c'est presque contradictoire, mais c'est indispensable de l'expliquer. Et j'ai l'impression qu'il y a un déficit
plutôt interne, donc en Suisse, mais en Suisse c'est un débat politique avec des fins souverainistes ou d'ouverture, mais aussi dans la communauté internationale ici à Genève. Je pense qu'il y a un déficit quand même de communication sur la politique de la neutralité, sur le statut de neutralité de la Suisse, etc. Donc notre perception ici à Genève, elle est plus floue que la perception dans le monde. C'est pour ça que la réponse qu'on donne à la crise multiple de Genève, elle est importante, parce que c'est une occasion de réaffirmer ce socle, cette plateforme de neutralité, ce territoire, ce terrain qui est fertile précisément au développement de la Genève internationale. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est comme ça que je vois les choses aujourd'hui. Est-ce que l'ONU s'est éloignée de ses buts? L'ONU n'est que le reflet de ses membres. Donc, si elle s'est éloignée de ses buts, c'est que ses membres, notamment les membres fondateurs et les membres permanents du Conseil de sécurité, ne lui ont pas permis de rester dans ses buts. Et si elle s'est éloignée de ses buts, elle s'est dirigée vers, je dirais, les organisations spécialisées et sur des thématiques de société, etc. Je pense qu'aujourd'hui, elle est beaucoup plus efficace dans ces thématiques que dans sa mission d'origine. Et que cette mission, c'est ce qui rend aussi la Genève internationale indispensable, c'est que dans les secteurs de télécommunications, protection des données, OMS, etc., elle est indispensable. Donc même si l'ONU politique, stricto sensu, faire la paix, Conseil de sécurité est affaibli, etc., cette partie-là, elle reste très indispensable. Alors oui, elle s'est dispersée, mais c'est peut-être pour le bien du monde. Voilà, on va rester des sur heures, cette... oui, on peut en discuter des heures. Merci beaucoup, Monsieur Loretan, président de Swiss Medical Network, et entre autres, et pour cette très intéressante et inspirante conférence. Et puis, je vous invite, et merci à vous pour votre présence ce soir. Et je vous invite... en Valais, on dit le verre de l'amitié. Je ne sais pas comment on le dit à Genève. Amitié. Merci beaucoup. Merci.